Le fleuve Sahel s'est arrêté en une seule nuit, comme si une ligne de tension invisible avait brusquement cédé. Ce geste radical, fermer des vannes longtemps pilotées depuis l'étranger, transforme une opération hydraulique en rupture géopolitique, révélant d'un coup les fragilités accumulées entre Ouagadougou et plusieurs capitales occidentales. Dans ce choc suspendu, une question surgit. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi de toucher à la ressource la plus vitale au moment où le pays semblait le plus vulnérable? Et si cette pause brutale devenait la première note d'un basculement durable? Ce qui s'est joué après l'arrêt du fleuve dépasse largement la portée d'une décision technique. C'est l'architecture même du pouvoir hydraulique du Burkina Faso qui s'est trouvée mise à nu. Pour celles et ceux qui suivent de près l'évolution du Sahel, l'enjeu central apparaît clairement. Comprendre comment une ressource vitale, longtemps encadrée par des dispositifs étrangers, peut redevenir un levier national structurant sans provoquer un déséquilibre irréversible. La promesse implicite est simple. Maîtriser l'eau, c'est regagner une marge d'autonomie essentielle. Mais la transition comporte des zones d'ombre que les premiers jours de la rupture n'ont fait qu'épaissir. Entre les craintes diplomatiques, le gel de financements internationaux et les doutes sur la capacité technique du pays à rétablir un contrôle intégral, une tension silencieuse se forme. Jusqu'où cette décision peut-elle stabiliser l'État avant de l'exposer? Et c'est ici que surgit la micro-fissure qui retient l'attention. Plus la rupture paraît risquée, plus elle semble répondre à une nécessité longtemps différée. La première révélation survient dès les tout premiers relevés transmis aux équipes techniques. En 2020, plus de 80% des recettes liées à l'eau étaient captées par des entreprises étrangères, un chiffre longtemps relégué aux annexes des rapports administratifs est soudain devenu la clé d'interprétation de toute la séquence. La seconde surprise apparaît presque simultanément. Les dispositifs hydrologiques essentiels, capteurs, logiciels de régulation, modules de pompage, reposaient encore sur des protocoles et serveurs situés hors du pays, verrouillant toute tentative d'autonomie réelle, même lorsque les infrastructures semblaient fonctionner normalement. À partir de là, le contexte s'éclaire. Ce qui semblait n'être qu'un ajustement technique inscrit dans la routine bureaucratique devient l'expression d'une dépendance profonde, héritée d'accords postcoloniaux et de technologies brevetées en Europe. Les documents rendus publics à Ouagadougou montrent que les données hydrométéorologiques cruciales étaient traitées à distance par des opérateurs étrangers, parfois via des satellites hors de toute supervision nationale. Autrement dit, le Burkina Faso gérait son eau sans posséder les outils qui en garantissaient réellement le contrôle. Cette mise à nu crée un effet de chaîne. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'une rupture susceptible de fragiliser le Sahel, tandis que les manifestations spontanées dans la capitale traduisent un sentiment inverse, celui d'un rééquilibrage attendu depuis longtemps. Les observateurs régionaux notent que la portée de l'acte dépasse la simple ingénierie hydraulique. Elle touche à la cohésion intérieure, à l'économie locale et à la place future du pays dans un environnement où les rapports de force se redessinent rapidement. Ainsi, la décision qui a figé le fleuve Sahel ne s'explique ni par l'urgence du moment, ni par un symbole isolé. Elle s'inscrit dans la révélation progressive d'un système d'interdépendance qui, en quelques jours, passe d'invisible à central. Et cette bascule oblige désormais à relire chaque réaction, intérieure ou extérieure, comme une pièce d'un dispositif beaucoup plus vaste. Dans les heures qui suivent l'arrêt des vannes, un premier fil conducteur émerge, celui d'un ingénieur d'Ouagadougou, membre des équipes dépêchées pour inspecter les barrages. Sur le terrain, il découvre que plusieurs modules critiques, pompes de régulation, capteurs de débit, logiciels de pilotage, demeurent dépendants de serveurs européens, révélant ainsi une couche de vulnérabilité longtemps occultée. Cette observation technique, en apparence anodine, devient un repère saisissant. Même lorsque le pays pensait gérer seul son réseau hydraulique, une part essentielle du système échappait encore à son emprise. À quelques kilomètres de là, une commerçante d'un quartier périphérique offre un contre-champ tout aussi éclairant. Pour elle, cette fermeture n'a rien d'un acte administratif. Elle représente une réparation symbolique. Pendant des années, les fluctuations d'approvisionnement décidées ailleurs ont rythmé ses horaires, ses revenus et les dynamiques du marché local.
Le jour de l'annonce, elle raconte que les habitants sont sortis en groupe pour discuter, non par euphorie, mais par conscience qu'un déséquilibre ancien venait d'être enfin révélé au grand jour. Entre la précision de l'ingénieur et la lucidité de la commerçante, une ligne commune se dessine. La rupture ne concerne pas seulement les structures hydrologiques, mais la manière dont la population a vécu, parfois sans le nommer, une dépendance diffuse. Ces deux récits montrent comment un acte national peut résonner dans les gestes ordinaires, modifier les routines, réorienter les attentes et surtout rendre visibles des mécanismes qui façonnaient le quotidien sans jamais apparaître comme tels. Le déclencheur apparaît lorsque le gouvernement burkinabé annonce la suspension officielle de l'ensemble des accords encadrant la gestion du fleuve Sahel. L'acte semble administratif, presque technique, mais il rompt d'un coup l'équilibre silencieux qui régissait l'hydraulique nationale depuis des décennies. Dans les heures qui suivent, des ingénieurs, des techniciens et des unités militaires sont envoyés sur les principaux barrages pour sécuriser les infrastructures et prévenir toute tentative extérieure de rétablir l'ancien système. C'est à ce moment précis que l'entourage d'Ibrahim Traoré comprend que la transition ne se jouera pas uniquement dans les bureaux, mais sur le terrain, au contact direct des dispositifs hydrologiques. Le point culminant survient lorsque les documents révélés quelques jours plus tôt, brevets détenus par une société suisse, données hydrologiques traitées à distance, recettes siphonnées hors du pays, deviennent la trame explicative d'un basculement plus large. En Europe, plusieurs gouvernements dénoncent la fermeture comme un acte de sabotage, tandis que des institutions internationales évoquent la possibilité de sanctions économiques. Le FMI gèle un prêt essentiel destiné à la modernisation des infrastructures hydrauliques. Les entreprises européennes impliquées dans la gestion du fleuve suspendent leurs opérations, créant instantanément un vide technique. Ce retrait coordonné met à nu la profondeur de la dépendance structurelle, mais révèle aussi l'ampleur du pari politique engagé. Dans les rues de Ouagadougou, pourtant, la dynamique est radicalement différente. Des manifestations spontanées émergent, des étudiants prennent la parole, des leaders communautaires expriment leur soutien. Pour une partie de la population, l'acte impulsé par Ibrahim Traoré n'est pas une provocation diplomatique, c'est une reconquête. Un geste destiné à rompre un héritage colonial encore actif dans les infrastructures les plus essentielles. La perception intérieure et la lecture internationale s'opposent, formant deux récits parallèles qui ne se rejoignent que sur un point, la reconnaissance que la rupture produit un effet de choc. Puis vient la rémanence, cette phase où les conséquences se matérialisent et où la décision cesse d'être un moment pour devenir un cadre. Le retrait des opérateurs étrangers laisse des infrastructures partiellement incomplètes. Les ingénieurs nationaux doivent réorganiser les circuits d'irrigation, rétablir les pompes et remplacer des modules entiers dépendant de serveurs lointains. Le gouvernement lance des programmes d'urgence, mobilise des équipes locales et engage une reconfiguration progressive du réseau hydrologique. Dans le même temps, les institutions internationales diffusent des analyses prévoyant une crise imminente. Les scénarios d'instabilité circulent, amplifiés par les réactions diplomatiques et les projections économiques. Mais sur le terrain, un autre phénomène se développe, une cohésion sociale renouvelée. Les Burkinabés, conscients des risques, acceptent les difficultés du moment comme le prix d'une autonomie future. Dans plusieurs régions, la fermeture des vannes n'est plus perçue comme un danger isolé, mais comme un acte fondateur destiné à reconstruire un rapport de force longtemps asymétrique. Cette rémanence ne se limite donc pas aux infrastructures, elle s'inscrit dans les imaginaires, dans les discours locaux, dans les attentes collectives. Elle installe une nouvelle normalité où la souveraineté hydrique devient un levier politique central, un marqueur du positionnement du Burkina Faso dans un Sahel en recomposition. Avant la rupture, le système hydrique du Burkina Faso fonctionnait sous un enchevêtrement d'accords techniques, de brevets étrangers et de contrats financiers dont la portée n'apparaissait qu'à travers quelques indicateurs clés. Le premier, révélé par un rapport d'experts, indique qu'en 2020, plus de 85% des recettes de l'eau étaient captées par des entreprises
étrangères, un chiffre qui montre la profondeur d'une dépendance financière installée depuis longtemps. Cette proportion signifie qu'une ressource vitale produisait surtout des bénéfices hors du territoire, privant l'État de marges essentielles pour moderniser son réseau hydrologique et amortir les cycles climatiques toujours plus instables. Le deuxième indicateur se situe sur le terrain technologique. Des dossiers datés de 2025 prouvent que les systèmes d'irrigation centraux étaient couverts par des brevets européens empêchant toute modification autonome sans l'aval de sociétés externes. Ce verrou technologique, apparemment technique, implique une réalité claire. Même les outils de base, pompes, logiciels, capteurs, ne pouvaient être ajustés, réparés ou remplacés sans passer par des protocoles contrôlés à distance. Cette contrainte structurelle rendait toute réforme intérieure dépendante, ralentissant les projets locaux et maintenant un modèle où l'innovation ne pouvait émerger qu'en périphérie. Le troisième élément concerne l'information, ce socle invisible de toute gestion hydrique moderne. Les données hydrométéorologiques essentielles étaient traitées par des satellites étrangers, ce qui signifiait que les prévisions et les mesures stratégiques ne pouvaient être validées sans une instance extérieure. Cette dépendance informationnelle, en apparence abstraite, impactait directement les décisions. Calendrier d'irrigation, gestion des retenues, prévision des crues, allocation des volumes. Elle privait le pays de la capacité à piloter ses propres infrastructures sans médiation, donnant aux opérateurs extérieurs un rôle déterminant dans la planification. La transition vers le delta, l'après-rupture, montre comment ces trois indicateurs deviennent des leviers structurants plutôt que des symptômes dispersés. Le gel du prêt du FMI met en lumière la fragilité financière accumulée, dévoilant l'absence d'alternatives bâties sur des recettes réellement nationales. Le retrait des opérateurs européens expose l'étendue du verrou technologique, obligeant les ingénieurs locaux à improviser des solutions pour remplacer des modules dépendants de serveurs distants. Les tensions diplomatiques révèlent enfin que la maîtrise des données n'était pas seulement un enjeu technique, mais un élément clé de l'équilibre politique dans le Sahel. Pourtant, cette bascule n'est pas seulement une suite de contraintes, elle produit aussi des effets d'entraînement régionaux. Plusieurs pays voisins observent la transition burkinabé comme un test grandeur nature pour mesurer jusqu'où une souveraineté hydraulique peut redessiner les rapports de force. À l'intérieur, la compression de certaines marges financières pousse l'État à réorienter ses priorités vers des mécanismes plus autonomes, renforcement des équipes techniques locales, plan d'urgence pour rétablir les circuits d'irrigation, stratégie de reconfiguration progressive des systèmes d'approvisionnement. Ainsi, la lecture baseline delta ne se limite pas à comparer deux moments. Elle éclaire le passage d'un état de dépendance silencieuse à une phase où les fragilités deviennent visibles et où chaque acteur, institution, ingénieur, communauté doit redéfinir son rôle dans un écosystème recomposé. La rupture crée un espace nouveau, encore instable, mais suffisamment ouvert pour envisager une reconstruction qui ne soit plus dictée par des contraintes extérieures, mais guidée par des choix autonomes. Deux lectures radicalement différentes structurent le débat autour de la fermeture des vannes du fleuve Sahel. Pour les partisans de la décision, l'acte apparaît non seulement légitime, mais inévitable. Les révélations accumulées sur la captation des recettes par des entreprises étrangères, les brevets hydrauliques contrôlés depuis l'Europe et la dépendance aux satellites extérieurs démontrent, selon eux, qu'un seuil critique avait été franchi. Continuer dans ce modèle aurait signifié accepter qu'une ressource vitale demeure administrée par des acteurs dont les intérêts ne coïncidaient pas nécessairement avec ceux du Burkina Faso. Dans cette perspective, la rupture s'impose comme un rééquilibrage historique, un repositionnement indispensable pour restaurer une forme de souveraineté longtemps grignotée. Face à ce récit, les critiques issus de gouvernements occidentaux, d'institutions financières ou d'experts économiques articulent une inquiétude différente. Ils soulignent que fermer les vannes sans alternative pleinement opérationnelle peut fragiliser l'approvisionnement en eau, perturber les circuits d'irrigation et déstabiliser un environnement déjà marqué par les tensions régionales. Le gel du prêt du FMI, la suspension des opérations par des entreprises européennes et les avertissements diplomatiques constituent, selon eux, des signaux d'alarme. Un pays
exposé à des pressions multiples, risque d'aggraver sa vulnérabilité économique et technique. La crainte sous-jacente est celle d'un isolement croissant, dans un contexte où les infrastructures demeurent encore en partie dépendantes de technologies étrangères. Lorsque ces deux thèses sont placées côte à côte, une lecture plus fine se dégage. Les arguments des partisans possèdent une base solide. Les rapports techniques et les documents révélés montrent l'ampleur de la domination structurelle exercée par des acteurs extérieurs. Mais les critiques rappellent un point crucial. Une rupture, même justifiée, comporte des coûts immédiats qu'un pays doit être capable d'absorber. La question centrale n'est donc pas de trancher entre légitimité et prudence, mais de reconnaître que les deux dimensions coexistent. La décision peut être à la fois une réponse nécessaire à un déséquilibre ancien et un pari risqué dans une région où chaque mouvement modifie l'ensemble du système. À ce moment-là, un basculement silencieux commence à se dessiner. Au cœur de la séquence politique déclenchée par l'arrêt des vannes, une mesure nouvelle s'impose. La création d'une autorité fluviale nationale annoncée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Présentée par certains observateurs étrangers comme un simple geste symbolique, cette structure marque en réalité une rupture méthodique avec l'ancien modèle où des sociétés européennes géraient des segments essentiels du système hydrique. Elle recentre le pilotage du fleuve Sahel dans un cadre unique, étatique, débarrassé des niveaux intermédiaires qui servaient autrefois de relais aux opérateurs extérieurs. En parallèle, la perception internationale évolue. Les inquiétudes ne portent plus seulement sur la fermeture des vannes, mais sur la consolidation politique qu'elle implique. Un État reprend un levier stratégique que beaucoup pensaient verrouillé. Plusieurs gouvernements redoutent un précédent susceptible d'inspirer d'autres pays du Sahel, tandis que les manifestations au Burkina Faso changent de nature. Elles ne traduisent plus uniquement un soutien ponctuel, mais l'expression d'un mouvement plus profond autour de la justice sociale et de la souveraineté. Ce midpoint révèle ainsi un changement de grille. La rupture cesse d'être un événement isolé pour devenir l'ossature d'un cadre politique en recomposition. Les effets de la reprise du fleuve Sahel se déploient simultanément dans plusieurs directions, chacune révélant un pan distinct de l'impact réel de la décision. Pour les citoyens à l'intérieur du pays, la réaction la plus immédiate est d'abord émotionnelle. Dans les quartiers de Ouagadougou, comme dans de nombreuses villes, la fermeture des vannes, longtemps contrôlée par l'étranger, est perçue comme une libération tardive. Les marchés, les écoles et les espaces publics sont instantanément traversés par un même sentiment, celui d'avoir enfin regagné une part essentielle de leur autonomie. Les communautés rurales, particulièrement exposées aux variations d'approvisionnement dictées autrefois depuis l'extérieur, accueillent la rupture comme une rectification longtemps attendue. Pour elles, le geste impulsé par Ibrahim Traoré répond à une réalité quotidienne plus qu'à un symbole politique. Du côté des entreprises locales, le paysage est plus contrasté. Le retrait brutal des opérateurs européens crée un vide technique considérable. Les ingénieurs nationaux doivent intervenir rapidement pour sécuriser les barrages, stabiliser les réseaux de pompage et remplacer des modules dépendants de serveurs étrangers. Cette transition provoque des ralentissements temporaires, mais offre aussi une opportunité inattendue. Bâtir un écosystème hydrique fondé sur l'expertise locale et sur de nouveaux partenariats africains. Les programmes d'urgence lancés par le gouvernement accélèrent la reconfiguration des circuits d'irrigation, ouvrant la voie à une indépendance technologique que les entreprises attendaient depuis des années. Le défi demeure immense, mais il crée une perspective nouvelle où les acteurs nationaux cessent d'être des exécutants pour devenir des co-architectes du système. La diaspora, quant à elle, observe la situation depuis une distance mêlée de prudence et de fierté. Pour une partie de ceux établis en Europe ou en Amérique du Nord, la fermeture des vannes représente un tournant politique audacieux, susceptible de redéfinir l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Les réseaux de la diaspora relaient des analyses, mobilisent des soutiens financiers et s'informent sur les besoins techniques. Leur implication varie selon les trajectoires individuelles, mais une idée revient fréquemment. Le pays assume enfin une souveraineté longtemps empêchée, même si le prix immédiat peut sembler élevé.
À l'échelle régionale, la décision agit comme un révélateur. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel suivent de près l'évolution du Burkina Faso. Certains dirigeants y voient le signe qu'un modèle alternatif est possible. D'autres craignent que cette rupture n'attire des pressions internationales susceptibles de déstabiliser l'ensemble de la région. Les analyses diplomatiques, les discours officiels et les commentaires d'experts s'accumulent, chacun tentant de mesurer jusqu'où la décision burkinabé pourrait redéfinir les rapports de force. Dans tous les cas, une réalité s'impose. Le pays occupe désormais une position centrale dans les débats sur la souveraineté africaine. Ainsi, les répercussions de l'acte initié sous l'autorité d'Ibrahim Traoré dépassent largement le cadre hydraulique. Elles redessinent les attentes citoyennes, stimulent les capacités industrielles locales, reconfigurent les liens avec la diaspora et repositionnent le Burkina Faso dans un Sahel en mutation rapide. La rupture devient un multiplicateur d'effets, dont l'ampleur continue de croître à mesure que les acteurs s'adaptent à cette nouvelle configuration. À mesure que les mois passent après la fermeture des vannes du fleuve Sahel, 3 trajectoires plausibles émergent pour le Burkina Faso. Chacune traduit un équilibre différent entre pressions internationales, capacités techniques nationales et marge de manœuvre politique. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils offrent une grille pour comprendre comment un acte de souveraineté peut évoluer dans un environnement régional instable. Dans ce scénario de base, l'absorption progressive. Dans cette trajectoire réaliste, le pays parvient à amortir les effets du gel du prêt du FMI et du retrait des entreprises européennes. Les programmes d'infrastructure lancés par le gouvernement commencent à porter leurs premiers fruits. Pompes réactivées, circuits d'irrigation stabilisés, équipes locales renforcées. Les partenariats techniques africains, déjà en observation depuis le début de la crise, fournissent un soutien limité mais régulier. La croissance reste fragile, mais une cohésion intérieure persistante sert d'amortisseur. Le pays avance lentement, sans effondrement ni explosion. Dans une perspective optimiste, la consolidation régionale. Ici, l'acte du Burkina Faso devient un catalyseur pour d'autres États du Sahel. Inspirés par la rupture opérée, certains réévaluent leurs propres accords sur les ressources stratégiques. L'Union africaine facilite alors un cadre de coopération hydrique, échanges technologiques, mutualisation de certaines infrastructures, mécanismes de gouvernance partagés. Les investissements intra-africains commencent à remplacer partiellement les financements occidentaux. Pour le Burkina Faso, cette dynamique ouvre une fenêtre stratégique, devenir un modèle d'autonomie hydrique et un pôle de stabilité dans une région en recomposition. Dans une hypothèse plus sombre, l'étranglement international. Dans cette version, les réactions extérieures se durcissent. L'Union européenne, les États-Unis et certaines institutions multilatérales renforcent leurs sanctions, suspendant des programmes d'aide ou restreignent des canaux financiers essentiels. Le pays doit faire face à des pénuries de biens stratégiques, à une inflation accrue et à des tensions internes alimentées par des acteurs cherchant à exploiter la situation. Sur le plan géopolitique, les fragilités du Sahel ouvrent un espace à des ingérences extérieures, parfois sous la forme de soutien indirect à des groupes opposés à la ligne gouvernementale. La transition devient alors un parcours semé d'obstacles dont chaque avancée exige un coût élevé. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est utile de garder à l'esprit que sortir du court terme. Quel que soit le scénario, une constante demeure. La souveraineté hydrique n'est pas un événement, mais un processus. Les tensions immédiates ne suffisent pas à juger de la portée d'une décision historique. Comprendre l'avenir de cette rupture exige de dépasser le présent pour saisir la trajectoire longue qu'elle inaugure. Pour comprendre la portée réelle de la reprise du fleuve Sahel, il faut observer comment l'événement résonne auprès de différents types de spectateurs, chacun lisant la situation selon ses propres exigences. Le premier groupe, constitué des citoyens directement dépendants de l'eau pour leurs activités quotidiennes, agriculture, commerce, approvisionnement domestique, s'attache aux effets tangibles. Leur question centrale n'est ni diplomatique ni technique. Ils veulent savoir si la transition garantira une stabilité durable ou si les perturbations actuelles s'intensifieront. Pour eux, la souveraineté hydrique n'a de sens que si elle assure un accès régulier, prévisible et équitable. Le second groupe réunit les observateurs régionaux, les analystes politiques et les acteurs institutionnels africains.
Ils perçoivent la rupture comme un cas d'école, un laboratoire politique où se redéfinit le rapport entre infrastructure stratégique et autonomie nationale. Le geste burkinabé leur apparaît comme un signal fort pouvant inspirer d'autres États confrontés à des mécanismes de dépendance similaires. Ils scrutent chaque réaction internationale, chaque mobilisation intérieure comme autant d'indicateurs du rapport de force en recomposition dans le Sahel. Le troisième groupe, plus large et plus diffus, est celui des publics sensibles aux enjeux historiques, mémoire coloniale, dignité collective. Capacité d'un pays africain à reprendre le contrôle d'une ressource longtemps confisquée. Pour eux, la décision dépasse l'ingénierie hydraulique. Elle devient un récit moral, un moment où un peuple affirme sa place dans le monde en refusant de rester dans les marges. Ils interprètent les manifestations, les prises de parole et les mesures gouvernementales comme les éléments d'une réécriture identitaire assumée. Entre ces trois publics, une ligne se dessine. Chacun cherche une forme de stabilité différente, mais tous s'accordent sur l'importance d'un cadre plus autonome que celui qui prévalait avant la rupture. Pour transformer la rupture engagée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré en structure durable plutôt qu'en moment fragile, une feuille de route méthodique s'impose. Elle repose sur des étapes successives où chaque acteur, institution, ingénieur, communauté doit disposer d'un rôle clairement défini. L'objectif n'est pas simplement de rétablir un fonctionnement hydraulique autonome, mais d'installer un système capable de résister aux pressions extérieures tout en répondant aux besoins intérieurs. Première étape, restaurer et sécuriser les infrastructures. Les équipes nationales doivent remettre en état les barrages, les stations de pompage et les canaux, en remplaçant progressivement les modules encore dépendants de serveurs étrangers. Cette phase nécessite un calendrier court, des audits techniques et une capacité de déploiement rapide sur l'ensemble du réseau. Deuxième étape, bâtir un cadre de coopération régionale. Le Burkina Faso gagnerait à ouvrir un dialogue structuré avec les pays du Sahel pour établir des mécanismes communs de gouvernance fluviale. Une coordination transfrontalière réduirait les tensions, limiterait les interprétations hostiles et renforcerait la cohérence régionale face aux pressions internationales. Troisième étape, intégrer les communautés locales dans l'ingestion. La transition hydraulique ne peut réussir sans un ancrage social solide. Les populations rurales et urbaines doivent être associées aux décisions locales d'allocation, aux comités techniques et aux dispositifs de suivi. Leur implication garantit stabilité et légitimité. Quatrième étape, diversifier les ressources économiques. Pour atténuer le risque de sanctions ou de retrait d'investisseurs, le pays doit renforcer ses secteurs internes, agriculture durable, production locale, services, techniques, afin de réduire les vulnérabilités financières révélées après la rupture. Cinquième étape, instaurer des indicateurs de pilotage. Mesures de performance, qualité des données hydrologiques, régularité de l'approvisionnement. Ces indicateurs permettront d'ajuster la trajectoire et d'assurer une gouvernance réellement indépendante. Cette feuille de route donne à la décision initiale une architecture capable de durer. Lorsque la séquence politique semble toucher à son terme, deux figures réapparaissent presque naturellement. L'ingénieur venu inspecter les barrages dans les premières heures et la commerçante dont la vie quotidienne avait longtemps dépendu de décisions prises loin d'Ouagadougou. Leur présence silencieuse rappelle que la rupture initiée par Ibrahim Traoré n'a pas été portée par des discours abstraits, mais par des existences très concrètes, façonnées pendant des années par une dépendance invisible. L'ingénieur avait vu, derrière chaque module verrouillé, la trace d'une autonomie refusée. La commerçante avait ressenti dans chaque variation imprévue l'ombre d'un pouvoir extérieur dictant le rythme de son travail. Ce sont ces gestes ordinaires, une pompe recalibrée, une boutique qui rouvre, un quartier qui discute dans la rue, qui donne son sens profond à la décision. La reprise du fleuve Sahel n'est pas seulement un acte administratif ou géopolitique. C'est une manière de redonner forme à un destin collectif. À travers eux, une idée simple s'affirme, tenace, traversant les inquiétudes, les doutes et les projections étrangères. La dignité ne se délègue jamais, et c'est avec cette conviction que le Burkina Faso continue d'avancer.